Kupiansk est tombé. Est-ce la fin d'une époque ou le début d'une crise bien plus profonde? Ce n'est pas seulement la perte d'une ville, c'est l'effondrement d'un pivot logistique pour l'Ukraine, cœur battant du Donbass. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut se rappeler que dans chaque conflit moderne, la logistique est la colonne vertébrale d'une armée. Lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la prise de Stalingrad a précipité l'effondrement de la logistique allemande sur le front de l'Est, démontrant qu'une ville stratégique pouvait inverser le cours d'une guerre entière. Les Russes ont innové. Pas d'assaut frontal. Ils ont exploité les tunnels de gaz, combinant drones et guerre électronique pour semer la confusion, tout en lançant des attaques souterraines coordonnées à des frappes chirurgicales. Cette utilisation de l'infrastructure civile à des fins militaires rappelle d'autres conflits, comme l'utilisation des tunnels par le Viet Cong durant la guerre du Vietnam, qui permettait de contourner les lignes américaines et de frapper derrière les défenses. Kiev subit une pression inédite. Les lignes ukrainiennes vacillent alors que la diplomatie s'agite et que l'hiver menace de figer tout mouvement. Les images satellites montrent des colonnes de réfugiés quittant la ville, tandis que les analystes européens signalent une hausse dramatique du prix du gaz et un afflux d'armes vers la région. Dans cette atmosphère électrique, Vladimir Poutine agite un drapeau blanc. Il propose des pourparlers sur la base d'un plan Trump en 28 points. Est-ce une vraie ouverture ou la préparation d'une nouvelle série d'attaques? Historiquement, les offres de paix à la faveur d'un avantage militaire ont souvent précédé des assauts encore plus violents. On se souvient des accords de Minsk, signés alors que les combats faisaient peau rage, mais qui n'ont pas empêché l'escalade ultérieure. La chute de Kupiansk bouleverse tout l'équilibre européen. S'agit-il de la première étape d'un compromis douloureux ou de l'amorce d'une escalade incontrôlable? Fermer les yeux aujourd'hui, c'est courir le risque de minimiser la gravité de ce basculement, mais c'est aussi rater le sens profond d'un choc historique qui pourrait frapper la sécurité de chaque Européen, ébranler nos économies et ternir la réputation de l'Occident. Imaginez un instant une coupure massive de l'approvisionnement en énergie, comme lors du choc pétrolier de 1973, la chute d'une seule ville peut engendrer une onde de choc de cette ampleur, tant les réseaux sont interconnectés. Pour saisir la portée de ce moment, il faut revenir à la place stratégique de Kupiansk, pourquoi sa défense était capitale et en quoi sa perte rebat toutes les cartes du conflit. Pour comprendre comment Kupiansk est devenu un enjeu aussi vital, il faut remonter à son histoire récente et à sa position géographique unique. C'est là que commence la mécanique de ce bouleversement. Kupiansk n'a rien d'une ville ordinaire. Elle est située à l'intersection de deux axes ferroviaires majeurs et contrôle le passage du fleuve Oskil, véritable barrière naturelle pour toute armée dans la région. Lors de la bataille de la Somme en 1916, la maîtrise des nœuds ferroviaires avait déjà prouvé son rôle décisif dans la capacité de chaque camp à se renforcer ou à tenir ses lignes. Pourquoi une petite ville de l'Est pourrait-elle faire vaciller tout un continent? Kupiansk, un nom discret, mais le centre névralgique de la logistique ukrainienne à l'Est. Ce n'est pas un village anodin. C'est un carrefour ferroviaire et routier essentiel qui permet à l'armée ukrainienne de maintenir sa ligne sur le fleuve Oskil. Sans Kupiansk, plus de munitions, plus de renforts, plus de carburant pour les défenseurs éparpillés sur plusieurs centaines de kilomètres. Depuis le début de la guerre, la ville a changé de main plusieurs fois. Dès les premiers mois de l'année 2022, les forces russes s'en emparent. En septembre, les Ukrainiens surprennent le monde en reprenant la ville, insufflant un nouvel espoir à tout le pays. Mais cette victoire ne sera qu'un sursis. 2 ans plus tard, au printemps 2024, Kupiansk chute à nouveau, cette fois sous la pression d'une offensive russe méthodique qui bouleverse l'équilibre du front Est. Ce scénario rappelle la reconquête de la ville d'Alep en Syrie, passée aux mains du régime après des années de sièges et de combats acharnés, changeant brutalement la dynamique du conflit. Sur le papier, Kupiansk devait tenir. Fortifié avec des bunkers, des champs de mines, des positions de tir bétonnées. Mais la guerre moderne ne pardonne rien. Innovation russe, drones de renseignement, brouillage électronique, assauts souterrains par les conduites de gaz, tout a été mis en œuvre pour fissurer des défenses que l'on croyait inviolables. Ce type de percée rappelle les tactiques éclairs utilisées par les Allemands lors de la Blitzkrieg, où l'emploi combiné de chars, de troupes motorisées et d'avions a submergé les lignes françaises en 1940. La perte de Kupiansk n'est pas qu'une défaite locale, c'est une faille ouverte dans la ligne ukrainienne sur l'Oskil. Pire, elle crée un corridor direct pour des frappes russes vers des villes clés comme Isium, Tchouhouiv, Sloviansk.
Chaque kilomètre cédé ici fragilise l'ensemble de l'architecture logistique ukrainienne, menaçant de provoquer un effet domino sur tout l'Est. Pour illustrer ce mécanisme, rappelons la chute de Bastogne pendant la bataille des Ardennes. Une seule percée pouvait mettre en danger des centaines de kilomètres de front. Ignorer ce revers, c'est méconnaître la logique de la guerre moderne. Une seule victoire locale peut tout renverser. La chute de Kupiansk expose la fragilité du système d'approvisionnement ukrainien et pourrait bien contraindre Kiev à revoir l'ensemble de sa stratégie, alors même que la pression russe, la lassitude occidentale et les équilibres diplomatiques mondiaux atteignent un point critique. Les généraux de Napoléon le savaient trop déjà. La logistique décide du sort des empires. Mais comment une ville aussi fortifiée a-t-elle pu tomber si vite ? Pour le comprendre, il faut revenir au cœur de l'assaut éclair qui a pris l'Ukraine de vitesse. L'offensive sur Kupiansk n'est pas un simple affrontement, mais une démonstration des nouvelles méthodes russes. Décryptons les premières heures d'un basculement stratégique. Les Russes n'ont pas emporté Kupiansk par la seule force du nombre. Ils ont imposé une méthode inédite, presque invisible, où la technologie fusionne avec la tactique pour désagréger l'ennemi étape par étape. Tout commence par une vague incessante de drones. Qu'ils soient d'attaque, d'observation ou de reconnaissance, ils quadrillent chaque mètre, surveillent chaque geste ukrainien. Dès qu'une position est repérée, l'artillerie s'abat sans répit. Les soldats ukrainiens ne disposent plus d'aucun angle mort, plus de refuge, plus de répit. Cette omniprésence rappelle les attaques de drones lors du conflit du Haut-Karabakh en 2020, où l'Azerbaïdjan a surpris l'Arménie par l'emploi massif de drones Bayraktar. À cette pression s'ajoute une guerre électronique d'une intensité jamais vue. Les systèmes russes brouillent radio, téléphone, signaux GPS. La chaîne de commandement ukrainienne devient aveugle, incapable de coordonner retraite ou riposte. L'information, moteur de la guerre moderne, s'évanouit minute après minute. Ce brouillage systématique évoque les cyberattaques lors du conflit en Géorgie en 2008, où les réseaux gouvernementaux ont été neutralisés avant même l'arrivée des troupes. Mais la clé du succès russe, c'est la coordination chirurgicale. Aux avant-postes, les troupes d'assaut progressent sous le feu ami, guidées en temps réel par les opérateurs de drones. Chaque percée est exploitée par des frappes de précision, immédiatement consolidées par de nouveaux assauts. L'Ukraine n'a ni le temps de réagir, ni celui de se réorganiser. Cette tactique rappelle la prise de Mossoul par Daech en 2014, où la coordination et la rapidité ont déstabilisé une armée pourtant supérieure en nombre. Une tactique inattendue a accéléré l'effondrement, l'utilisation du réseau de tunnels gaziers. Par ce labyrinthe souterrain, des commandos russes ont surgi derrière les lignes ukrainiennes. Cette infiltration a semé la panique, permis de s'emparer de positions clés sans affrontement direct et accélérer la chute de secteurs entiers. L'histoire militaire regorge de telles surprises. Lors du siège de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont creusé des galeries pour faire s'effondrer les murailles, prenant de revers une défense pourtant préparée. Kupiansk n'est pas un cas isolé. Cette méthode se propage à Liman, Siversk, Minokrate, Uliapol. La pression russe applique la stratégie du domino, cherchant à provoquer de nouveaux effondrements tout le long du front. Cette progression méthodique rappelle l'avancée allemande dans les Balkans en 1941, où chaque ville tombée précipitait la chute de la suivante. Au même moment, l'hiver s'installe. Les rivières gèlent, les arbres deviennent dénudés. Le camouflage naturel disparaît. Les drones ukrainiens, privés de batteries performantes et de repères visuels, peinent à opérer. L'avantage technologique bascule, les lignes fixes se fragilisent, chaque mouvement devient périlleux. L'histoire l'a déjà montré lors de la campagne de Russie de Napoléon, où l'hiver a souvent décidé du sort des armées. Pour Kiev, le pire danger, c'est l'usure. Les réserves humaines fondent, la logistique s'étire, la pénurie de munitions s'installe. Face à une offensive russe qui s'adapte et s'intensifie, l'armée ukrainienne doit chaque jour faire plus avec moins, tandis que Moscou renouvelle ses effectifs et équipe le front avec du matériel neuf. Cette dynamique d'usure rappelle la guerre de Corée, où l'équilibre du front dépendait de la capacité à remplacer hommes et équipements. Ignorer cette mutation, c'est rater l'essence du conflit, la vitesse de l'innovation militaire, le poids déterminant du climat, et la façon dont une armée, même en infériorité locale, peut renverser le cours d'une guerre par la technologie et l'usure psychologique. Les exemples sont nombreux. La victoire israélienne en 6 jours en 1967, fondée sur l'innovation et la surprise, ou la résistance du Vietnam grâce à l'adaptation constante aux nouvelles tactiques américaines. La chute de Kupiansk dépasse la simple bataille.
Elle bouleverse l'équilibre du continent. Sur le plan diplomatique, l'onde de choc se propage déjà dans les chancelleries européennes. Les réunions extraordinaires se multiplient à Bruxelles, Paris et Berlin, tandis que les marchés financiers réagissent avec nervosité à la volatilité de la situation. Et si la chute de Kupiansk forçait Kiev à affronter des choix impossibles? Cette défaite ne se limite pas au front ukrainien. Elle provoque déjà une onde de choc qui traverse l'Europe entière et menace l'équilibre mondial. Les analystes comparent cette situation à la crise de Suez en 1956, où un revers local a déclenché une recomposition majeure des alliances et de l'ordre mondial. À Moscou, Vladimir Poutine saisit l'occasion. Il avance un plan de paix calqué sur 28 propositions inspirées par Donald Trump. Sous couvert de dialogue, ce texte durcit les lignes de fracture. Les chancelleries européennes redoutent que Kiev ne soit contrainte de céder des territoires. Dès lors, la question se pose, faut-il rechercher la paix au prix de sacrifices douloureux ou risquer l'escalade militaire? La question n'est pas nouvelle. En 1938, à Munich, les puissances occidentales ont cru acheter la paix en cédant la Tchécoslovaquie à Hitler. On sait ce qu'il advint. Au sein de l'Union européenne, la fracture s'élargit. Certains États, hantés par leur propre histoire, refusent catégoriquement toute concession territoriale. D'autres, inquiets pour la sécurité et la stabilité financière du continent, s'alarment d'une guerre qui s'éternise, surtout face à la tentation de débloquer les avoirs russes pour financer la défense. On observe déjà des débats houleux au Bundestag et à l'Assemblée nationale française, rappelant les divisions de l'Europe lors de la crise migratoire en 2015. Outre-Atlantique, la pression américaine s'intensifie. Les États-Unis, usés par l'impopularité croissante du soutien militaire, s'alignent partiellement sur Moscou pour pousser Volodymyr Zelensky vers la table des négociations. Jusqu'où ce bras de fer diplomatique peut-il aller? L'Ukraine risque de se retrouver isolée, prise en étau entre l'impatience américaine et la résistance européenne. Ce scénario rappelle l'abandon du Sud-Vietnam par les États-Unis dans les années 70, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Dans ce contexte, Kiev se retrouve à la croisée des chemins. Accepter un compromis imposé de l'extérieur, c'est risquer une explosion de colère populaire et l'érosion du soutien moral. Refuser, c'est s'exposer à une intensification du conflit et à une possible extension régionale. Les experts redoutent déjà l'ouverture d'un nouveau front, avec des moyens plus destructeurs et un coût humain grandissant. Des scénarios sont étudiés où la Biélorussie ou la Transnistrie pourraient être entraînées dans le conflit, élargissant le théâtre des opérations. L'incertitude grandit à l'échelle internationale. Parallèlement à la crise ukrainienne, d'autres tensions s'exacerbent. Un avion espion américain survole les abords du Venezuela, rappelant que l'instabilité ne connaît plus de frontières. Les lignes de front ne sont plus seulement géographiques, elles deviennent globales et systémiques. Comme lors de la guerre froide, un incident local peut avoir des répercussions mondiales. La démographie s'invite dans l'équation. L'Ukraine voit diminuer chaque mois le nombre d'hommes mobilisables. Le renouvellement des forces s'épuise, menaçant la capacité du pays à résister à une guerre d'usure imposée par Moscou. Cette réalité démographique a déjà été fatale à la France lors de la Première Guerre mondiale, où l'épuisement des classes d'âge a précipité le besoin d'armistice. Le risque désormais est immense. L'avenir de l'Ukraine n'est plus le seul enjeu. La sécurité du continent européen, la stabilité des marchés mondiaux et la crédibilité de l'Occident sont suspendues à l'issue de cette crise. Le moindre faux pas pourrait déstabiliser non seulement Kiev, mais aussi l'ordre international tout entier. Les exemples abondent. La crise des missiles de Cuba en 1962, la guerre des Balkans dans les années 90, à chaque fois, une crise régionale a menacé la stabilité globale. Comprendre ce moment charnière, c'est anticiper les conséquences de qui pourrait tourner et déferler sur l'Europe dans les prochaines semaines. Les experts en géopolitique recommandent déjà la constitution de stocks stratégiques, la diversification des sources d'énergie et le renforcement des capacités de cybersécurité à l'échelle de l'Union européenne. En coulisses, des négociations secrètes s'intensifient, mais chaque proposition semble piégée. La suite va révéler à quel point les équilibres sont fragiles et qui acceptera d'en payer le prix. Des scénarios de freeze conflict sont envisagés où la ligne de front serait figée sans règlement définitif, comme en Corée ou à Chypre. À Kupiansk, il ne s'agit pas d'une simple bataille, c'est tout un mode d'emploi de la crise européenne qui se dessine. Ici, la guerre se joue autant sur les écrans de contrôle que sur les lignes de front. Désormais, la technologie, la robustesse logistique et l'art de la négociation pèsent autant, sinon plus, que la mobilité des blindés.
Ce constat impose une réflexion profonde sur la modernisation des armées européennes, la coopération industrielle et la préparation des citoyens aux crises hybrides. Chaque semaine fragilise un peu plus la défense ukrainienne. Le temps, silencieux mais implacable, devient la meilleure arme de la Russie. Plus le conflit s'éternise, plus Moscou affine ses tactiques, tandis que Kiev lutte pour combler les brèches et maintenir l'attention de ses alliés. L'histoire de la guerre d'Afghanistan, où l'URSS a été épuisée par une guerre longue et coûteuse, sert d'avertissement. L'usure est parfois plus décisive que les victoires spectaculaires. Pour l'Europe, ce bouleversement tient lieu d'avertissement. Il ne suffit plus d'observer. Il faut agir, renforcer les défenses, investir dans l'autonomie énergétique et préparer l'après-guerre, que ce soit par des plans de reconstruction ou de nouveaux traités de sécurité. Les plans Marshall, après 1945, ont montré que la reconstruction rapide était essentielle pour empêcher la résurgence des conflits. Individuellement, rester informé n'a jamais été aussi vital. Cette crise dicte déjà le coût de l'énergie, oriente les budgets nationaux et influence la sécurité de tous. Comprendre ces dynamiques, c'est retrouver du contrôle sur ses choix, de la protection du foyer à la gestion du portefeuille. Le Parlement européen encourage la vigilance citoyenne, la lutte contre la désinformation et la participation active au débat public. La paix, ici, ne se résumera pas à un accord signé à la hâte. Elle exigera un équilibre fragile, fait de compromis difficiles et de lignes rouges, redéfinis chaque jour par la réalité du terrain et le jeu des alliances internationales. Les accords d'Oslo, les traités de Dayton ou encore les négociations sur le nucléaire iranien ont tous montré que la paix durable exige patience, adaptation et implication de toutes les parties prenantes. Fermer les yeux sur ces leçons, c'est risquer d'autres chocs, gaspiller des ressources précieuses et voir l'Europe perdre du terrain face à ses adversaires comme à ses partenaires. L'histoire récente l'enseigne, chaque retard, chaque erreur de jugement se paie cher en vie comme en stabilité. Les débats sur la défense européenne, la mutualisation des ressources ou la solidarité financière sont plus que jamais d'actualité. La question centrale s'impose. Sommes-nous prêts pour une paix négociée ou glissons-nous, sans le vouloir, vers une escalade hors de contrôle ? Les précédents de la guerre de Yougoslavie ou du conflit syrien montrent que l'incapacité à trouver un compromis rapide peut entraîner des drames humains et des interventions extérieures incontrôlées. La prise de Kupiansk illustre brutalement ces enjeux. Elle cristallise les faiblesses et les dilemmes d'une Europe à la croisée des chemins. Comment éviter que cette fracture locale ne dégénère en crise globale ? Les think tanks recommandent la création d'une force de réaction rapide européenne, la mutualisation des renseignements et la mise en place de mécanismes de prévention des conflits à l'échelle continentale. Kupiansk n'est pas un simple point sur la carte, ni une ville oubliée. C'est un miroir tendu à toute l'Europe. La chute de ce pivot logistique ne se limite pas à une défaite militaire. Elle expose la fragilité de nos certitudes collectives et révèle une réalité dérangeante. La stabilité européenne, que l'on croyait acquise depuis des décennies, est redevenue précaire. La crise financière de 2008 avait déjà montré à quel point nos équilibres pouvaient basculer soudainement. Nous avons été témoins d'un basculement du rapport de force. La Russie déploie une guerre hybride mêlant drones, frappes précises, technologies de pointe et infiltration par des axes inattendus. L'Ukraine acculée doit repenser sa défense et ses alliances, tandis que l'Occident se retrouve face à ses propres lignes rouges. De nombreux experts appellent à une réévaluation des doctrines militaires, à l'accélération de la production de munitions et à l'investissement dans la cybersécurité. Fermer les yeux sur ce tournant, c'est courir le risque de perdre la maîtrise de notre destin. Les conséquences ne toucheront pas seulement les chancelleries ou les états-majors, elles atteindront nos économies, nos prix à la pompe, la sécurité de nos frontières et jusque dans la confiance que nous accordons à la parole internationale. Les sanctions économiques, les tensions commerciales et la montée des populismes sont déjà des symptômes visibles de ce bouleversement. Le plan de paix américain, applaudi à Moscou et dénoncé à Kiev, cristallise ce dilemme inédit. Faut-il accepter des concessions douloureuses pour contenir l'hémorragie ou risquer une escalade dont personne ne peut prédire l'issue ? La réponse ne se trouve ni dans le déni ni dans la résignation. Il faudra du courage politique, de l'écoute et une capacité à anticiper les conséquences à long terme. Les conférences sur la sécurité de Munich ou de Davos montrent que la communauté internationale cherche déjà des solutions innovantes. Désormais, chacun de nous est concerné. Refuser d'analyser la mécanique de cette crise, c'est abandonner notre pouvoir de citoyen et laisser d'autres écrire l'histoire à notre place.
Or, comprendre, c'est déjà résister. S'informer, débattre, voter, rejoindre des associations ou des initiatives citoyennes. Autant de moyens concrets pour peser sur l'avenir européen. Kupiansk est devenu le révélateur d'une nouvelle ère, où la guerre n'a plus de frontières lointaines, ni d'impact limité. Le débat sur la suite du conflit ne concerne plus seulement les stratèges, il doit mobiliser la société tout entière. Ensemble, nous pouvons éviter les pièges du fatalisme ou de la panique. Il est temps de transformer l'inquiétude en action, la peur en vigilance et la tension en solidarité concrète. Prenons un instant. Où voulons-nous aller? Et surtout, quelle place voulons-nous occuper dans le grand récit de cette crise? L'histoire nous observe et la suite dépendra de la lucidité collective, du courage de nos dirigeants et de notre capacité à refuser la fatalité. Une page se tourne à Kupiansk, écrirons-nous la suivante ou la subirons-nous?